Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. La semaine écoulée a été marquée par l'entretien accordé de Xavier Driancourt à Oumma.com. L'ancien ambassadeur de France resté le plus longtemps en poste à Alger de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020 brosse un tableau passionnant de l'Algérie contemporaine dans lequel il met en lumière sa complexité, ses paradoxes et les grands défis qui l'attendent, tout en éclaircissant certaines zones d'ombre, notamment celles qui entourent le système en Algérie. Il épingle également l'incroyable duplicité des autorités algériennes qui, en public, n'éprouvent aucun scrupule à critiquer ouvertement la France, alors que d'une manière plus officieuse, elles quémandent des faveurs auprès de ses représentants. Il revient sur les relations algéro-françaises et ceux qui accusent que la France serait aux commandes dans l'ombre. Il répond: c'est effectivement une idée très répandue que de dire que la France, 60 ans après l'indépendance, reste aux commandes du pays. Disons que cela arrange beaucoup de gens d'utiliser la France comme responsable des difficultés actuelles de l'Algérie. Cela évite de regarder en face ses propres errements. Mais il est vrai qu'à force de répéter cette idée, les gens finissent par y croire. C'est un pur fantasme. Il continue, je crois, de démontrer de manière très claire. Il y a une contradiction manifeste dans l'attitude de nombreux Algériens. Critiquer la France est un des sports favoris de l'autre côté de la Méditerranée. Mais en même temps, demander des faveurs à celui qu'on vient justement de critiquer est un jeu qui est aussi extrêmement répandu. Je donne de nombreux exemples de ce paradoxe algérien dans les chapitres de mon livre. En effet, et j'avoue avoir personnellement du mal à comprendre cette attitude parfaitement contradictoire, affirme M. Driancourt. Sur la situation interne de l'Algérie, l'ancien ambassadeur parle du Hirak, le qualifiant de spectaculaire insurrection à laquelle peu de gens s'attendaient. Ce fut un mouvement populaire pacifique, impressionnant, qui s'est installé dans une certaine durée. Mais aujourd'hui, il faut observer deux choses essentielles. Et là, il cite premièrement, le Hirak est fini. Le Covid et les interventions militaires ayant permis la reprise en main du pays, tandis que le pouvoir en place, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, a repris les rênes et gère fortement le reste. Deuxièmement, les problèmes de toutes sortes, politiques, sociaux, économiques, etc., subsistent. Ils n'ont jamais disparu. Donc, en quelque sorte, on a mis en 2020-2021 un couvercle sur la marmite. Mais la marmite continue à bouillir. Qu'en sortira-t-il ? C'est une question qu'il s'est posée. Les défis que l'Algérie doit relever sont toujours de taille. Il revient sur le système. M. Driancourt avoue sa prudence, mais ses interrogations sur la nature même de ce système, qui le comprend vraiment, y compris en Algérie. Seulement, sans doute, une dizaine de personnes. C'est ce qui fait sa force. Quand vous ne connaissez pas vos interlocuteurs, vous avancez dans le noir, vous tâtonnez, vous frappez à différentes portes. Évidemment, le DRS et ses successeurs font partie intégrante de ce système. Mais encore une fois, ce qui en fait aussi la force, c'est la coexistence de deux modes de fonctionnement. En apparence, des institutions calquées sur celles d'un régime démocratique, avec un président élu, un parlement élu, un conseil constitutionnel, etc. Ce qui permet d'afficher facialement un régime parfaitement démocratique. Mais au-delà de l'apparence, il y a la réalité du vrai pouvoir. C'est la notion de l'État profond. Elle existe bien en Algérie
Et nous, étrangers, pas seulement les Français, nous échangeons, nous dialoguons avec ceux qui détiennent facialement le pouvoir. Parfois, en parallèle, certains cherchent à entrer en contact avec les vrais décideurs. Le général Medine, hier, d'autres aujourd'hui. Croyez-vous que cela fut facile pour moi d'organiser une rencontre avec ce dernier pour un ministre français qui demandait à le voir, alors même que son interlocuteur facial et officiel n'était pas le général en question? Les déclarations de Xavier Driancourt confirment l'hypocrisie et la complexité du régime algérien. Et par-dessus tout, le sens du slogan « Hirak, Dawla Madaniya, Mashi Askariya ». Beaucoup tentent de nous convaincre que le régime militaire est une réalité avec laquelle il faudra composer. Cette réalité, nous la connaissons tous, mais c'est une réalité qu'il faudra dépasser. La consécration d'un régime civil est essentielle. La consécration d'un régime civil est essentielle si on veut jeter les bases d'un fonctionnement. La consécration d'un régime civil est essentielle si on veut jeter les bases d'un fonctionnement démocratique de l'État, promouvoir les droits de l'homme et restaurer la confiance vitale entre le peuple et les Algérie, rétro info de la semaine, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Comme chaque samedi, on va revenir sur l'actualité de la semaine, les thèmes qui ont marqué cette actualité, comme vous l'avez entendu dans l'intro. On va revenir sur ces déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français donc, en Algérie. On va y revenir aussi sur l'élection du nouveau président du RCD, Athman Mazzouz, et les déclarations aussi de Mohsen Belhabbas. On va y revenir aussi sur la situation des droits de l'homme en Algérie et sur cette situation politique ou l'impasse politique et la main tendue, l'Mchamel, qui a été lancé donc il y a un peu plus d'un mois. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Jabbar, analyste politique. Il sera avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là parmi vous pour m'adresser à notre peuple en Algérie, à nos amis et à tous les téléspectateurs d'Al Magharibiya. Donc moi je commencerai par reprendre le dernier mot que vous avez prononcé, Madaniya Moshaskaria. On aura le plaisir, mais c'est un plaisir toujours, Adel, de vous avoir dans nos émissions. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir M. Karim Tabou, qui est militant politique. Il sera avec nous depuis Alger via le téléphone. Et aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Kebir, journaliste. Il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone aussi. Adel Jabbar, je vais commencer cette émission avec vous sur ces déclarations ou cet entretien qu'a fait donc Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Bien sûr, il parle du système. C'est pas le premier responsable qui a parlé du système algérien, de sa complicité. Aussi, on a entendu auparavant les déclarations aussi de M. Macron, le président français, qui a qualifié le système algérien de politico-militaire qui a été affaibli par le Hirak. Comment peut-on lire ces dernières déclarations de M. Xavier Driancourt qui ont été faites dans un entretien à Oumma.com? Monsieur l'ex-ambassadeur de France dit des choses que nous connaissons. Il ne nous apprend strictement rien sur le système algérien. Nous le connaissons beaucoup mieux que lui. Il aurait dû se prononcer du temps où il représentait les intérêts de la France
Aujourd'hui, il tente de disculper la France pour parler de la nébuleuse du système algérien, mais cette nébuleuse, cette opacité, cette dictature est entretenue, encouragée, conseillée par la France. Les relations algéro-françaises, qui sont des relations incestueuses, existent. Tout le monde sait que ces relations incestueuses échappent à tous les protocoles diplomatiques, tous les protocoles qui régissent des relations d'État à État. C'est des relations de soumission qu'impose la France aux gens qu'elle a choisis. On sait tous que ce sont les boys de la France, celles qu'elle a laissées en 62, qui ont pris le pouvoir en Algérie pour la servir. Que ce monsieur-là nous dise je suis surpris, il parle de faire rencontrer un ministre, il faut qu'il arrête son hypocrisie et son paternalisme. On sait tous que c'est la France qui a la même base sur l'Algérie. C'est elle qui pilote tout le pouvoir algérien, le pouvoir visible et invisible. C'est France qui le fait. On se souvient tous que du temps de Gaïd Salah, quand il a fait tomber son maître, et puis il s'est accaparé du pouvoir grâce au 102, après nous avoir promis le 7 et le 8 de la Constitution, qu'il a mis sous ses pieds, qui est venu, c'est le ministre des Affaires étrangères français, qui est venu pour lui dire, vous organisez des élections, vous allez vers les élections, les Algériens ont fait tomber par 2 fois ces élections, il est revenu à la charge aussi pour dire, vous allez faire des élections présidentielles. Il est venu aussi pour la Constitution qui a été dictée par Paris pour dire c'est une bonne Constitution, faites-la, et ils nous ont imposé un bâillon sur la tête et sur la bouche et sur les yeux avec leur 30 points, l'article 30.4 qui consacre la même mise de l'armée sur l'Algérie et le 87 bis, ce marteau pénal qui sanctionne tous les Algériens. Donc que ce monsieur arrête son paternalisme, arrête de nous rouler dans la farine. Nous connaissons très bien notre système et nous savons particulièrement que les relations algéro-françaises ont toujours été gérées, régies et pilotées par des barbouzes des 2 côtés de la Méditerranée. Donc il arrête là. Moi, si vous permettez une chose, je voudrais répondre à M. Tebboune, le Mzouar Dijabou al-Asker et son général-major qui passe tout son temps à vociférer à partir de la caserne pour nous traiter de mains de l'étranger, de gens qui sont inféodés à des puissances étrangères, etc. Je commencerai par dire à ces gens-là, très bien. Les Algériens que vous avez injustement emprisonnés ont exprimé le désir de vivre librement chez eux. Bon, pour les priver de leurs parents, pour les sanctionner, pour les appauvrir, pour les traumatiser, comme on a vu qu'ils ont traumatisé les enfants et la femme de Hassani, le policier. On va revenir, Adel Djebbar, on va revenir sur la situation des droits de l'homme aussi, les détenus politiques. Restez avec nous parce qu'on a été rejoint par M. Karim Tabou, qui est militant politique. Il nous a rejoint depuis Alger par téléphone. M. Karim Tabou qui est avec nous. M. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Sekel. Ahlan wa sahlan, salam alaikum. Merci de l'invitation et mes salutations à Khona Adel. Avec plaisir, et Khona Karim. Merci Karim Tabou. Karim Tabou, cette relation algéro-française qui connaît des hauts et des bas ces derniers temps, mais aussi les déclarations de certains responsables. On a entendu bien sûr les déclarations du président Macron qualifiant donc le système algérien de politico-militaire qui a été affaibli par le Hirak, mais aussi les mots forts de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, qualifiant donc ce système de façade démocratique entre guillemets, mais les vrais décideurs, donc c'est l'armée, c'est les services. Comment peut-on lire ces déclarations, Karim Tabou? En tout cas, quand il s'agit de débattre des relations algéro-françaises ou d'une manière générale algéro-occidentale, il est quand même assez souvent
cette relation est marquée par une espèce de perversion. C'est-à-dire que l'Occident, d'une manière générale, considère que les pays de la rive sud de la Méditerranée et les pays de l'Orient restent incompatibles à la démocratie. Et également, loin des valeurs qui le proclament, une grande partie de l'Occident, et notamment la France, et beaucoup de pays de l'Occident, trouvent mieux avoir une dictature comme ami que d'avoir un régime démocratique concurrent qui pose des préalables et des conditions. L'Occident fonctionne comme ça. Donc, de par cette relation que je qualifie de perverse, parce que l'Occident continue de proclamer des libertés, la modernité et toutes les valeurs universelles, mais malheureusement, quand il s'agit de l'homme noir, de l'homme oriental, de l'homme africain, il est considéré pratiquement comme un sous-humain. Après, s'agissant des relations algéro-françaises, il y a quand même une petite précision à apporter, au-delà des déclarations des uns et des autres. Une grande partie de ces relations, notamment en ce qui touche au commerce extérieur, aux affaires, à la coopération sécuritaire et aux échanges de l'information, une grande partie de ces relations échappe entièrement à l'institutionnel, notamment du côté algérien. Les relations algéro-françaises continuent d'être le monopole des services. Donc, la présence d'un ambassadeur algérien à Paris ne change rien dès lors que les relations se passent par des réseaux et ils ne se passent pas au niveau des ambassades. Quand on arrive aux déclarations des officiels, malheureusement et cycliquement, on a eu à entendre des déclarations qui relèvent du mépris, des fois qui frôlent le racisme et assez souvent l'arrogance à l'égard de l'Algérie et à l'égard du peuple algérien. Souvenons-nous de cette fameuse phrase de Sarkozy lorsqu'il disait que je soutiens Bouteflika, sinon c'est les talibans à Alger. Souvenons-nous également de la visite de Hollande, alors que le pays était dans l'impasse totale d'un président malade qui n'a pas prononcé un discours pendant de longues années. Il arrive à Alger, à la demande d'Alger bien sûr, il déclare qu'il n'avait jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle, parlant de Bouteflika, alors qu'à l'époque Bouteflika ne parlait pas, ne bougeait pas, il avait complètement perdu ses aptitudes à la parole. Et puis nous avons entendu Macron dire qu'il soutient son ami Tebboune. D'abord, il a franchi un peu le seuil des protocoles, des conditions de la diplomatie pour personnaliser la relation et parler de son ami Tebboune. Puis, il l'avait qualifié de courageux. Courageux par rapport à quoi? Comme si Macron se mettait dans le secret, dans les luttes et dans les choses qui se passent dans la marmite du pouvoir. Et cela montre bien que Macron ne s'est pas adressé aux Algériens, ne s'est pas adressé autant qu'État ni autant que nation. Il s'est adressé dans un discours qui est décodé par les différentes factions du pouvoir, comme si il s'invite, il s'immisce, il s'intègre dans les luttes qu'on appelle chez nous les luttes de clans et les luttes de pouvoir. Par la suite, pour des raisons liées à des retournements de situation, il avait traité le système politique de
administratif, rentier, ainsi de suite, qui se nourrit de la rente mémorielle, etc. On voit bien que Macron, de par ses déclarations, il participe d'une manière active à la lutte des uns contre les autres, comme si il le sait très bien que les élections présidentielles chez nous, les décisions importantes chez nous ne sont pas prises au sein des institutions. Il y a ce qu'on appelle les grands électeurs et Macron en est un de ces grands électeurs qui donc réclame un espace de pouvoir, une partie de la décision, et c'est pour cette raison qu'il a osé dépasser le cadre diplomatique pour prononcer son soutien à la personne de Tebboune. Très clairement, la relation entre l'Algérie et la France n'arrive toujours pas à se défaire de la puissance des réseaux et des intérêts et se mettre dans une logique moderne, transparente, de relations d'État à État. Personnellement, j'aurais bien aimé lire un livre de nos ambassadeurs ailleurs, en France ou ailleurs, qui vont nous raconter leur expérience d'ambassadeurs, quoique nous savons très bien que la désignation d'ambassadeurs n'obéit pas aux mêmes logiques de désignation d'ambassadeurs dans les pays démocratiques et dans les pays développés. En France, la désignation d'un ambassadeur se mesure à l'ambition de ce pays par rapport à ses relations dans le pays où il désigne un ambassadeur. Chez nous, désigner un ambassadeur, c'est assez souvent une histoire d'allégeance, une histoire d'amis, une histoire de copinage, et ça n'a jamais obéi à une logique d'État pour espérer lire nos ambassadeurs nous raconter leurs histoires, leurs expériences de leurs fonctions dans ces pays-là. Et pourtant, si quelqu'un a de la chance d'être ambassadeur en France ou d'être enseignant en France ou d'être un responsable quelconque dans des pays de la culture, de l'écriture, de tout, du savoir, normalement, à contrario, on devait avoir des ambassadeurs qui sont lettrés, qui ont profité de leur présence dans ce pays pour augmenter au moins de leur niveau intellectuel et de leur niveau culturel. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On a été rejoint par Karim Kebir, qui est journaliste et nous a rejoint depuis Alger par téléphone. Si Karim, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, bonsoir à vos auditeurs. Merci Karim Kebir. Karim Kebir, sur les déclarations, donc cet entretien de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, dans un entretien, il parle de cette relation algéro-française. Et là, je le cite, je crois le démontrer de manière très claire. Il y a une contradiction manifeste dans l'attitude de nombreux Algériens. Critiquer la France est un des sports favoris de l'autre côté de la Méditerranée. Mais en même temps, demander des faveurs à celui qu'on vient justement de critiquer est un jeu qui est aussi extrêmement répandu. Comment peut-on lire ces déclarations, Karim Kebir? Écoutez, de toute la façon, c'est ce qu'il a relevé durant son expérience, pendant son passage ici en Algérie. Quand même, il a fait, je pense, de 8 ans, ou à 2 reprises en tout cas, qu'il a été ambassadeur ici en Algérie. Donc il a un grand réseau, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de monde et tout ça. Donc il a eu toute la latitude d'analyser un peu la situation dans le pays. Je pense que ce qu'il dit, il y a une bonne partie de vérité dans la mesure où cette façon d'attaquer régulièrement ou d'épingler en tout cas la France est une façon un peu de pallier le déficit en légitimité. Donc c'est une façon de légitimer un peu le discours, leur attitude,
parce que en vérité, vis-à-vis de la population, ils ont un problème de légitimité. Mais dans les faits, dans l'arrière-boutique, bien entendu, et tout le monde sait que beaucoup de dirigeants, en tout cas d'anciens ministres, de hauts responsables et tout ça, ils ont leur progéniture qui sont inscrits au lycée français à Alger, ils ont des pieds-à-terre en France. Moi, j'ai appris il y a quelque temps, il y a un ami journaliste qui m'a dit que dans la région de Strasbourg, il y a pas mal d'anciens ambassadeurs et d'ex-consuls et tout ça qui ont acheté des terres, ils ont des pieds à terre. Donc, effectivement, il y a ce double discours. Donc, ce qu'il développe pour la consommation interne, mais qui s'adresse beaucoup plus à ce qu'ils considèrent eux comme une majorité qui est réceptive à ce discours un peu nationaliste. Mais de l'autre côté, dans les coulisses, c'est des gens qui entretiennent des relations normales et qui traitent normalement avec la France. Mais on a vu ça avec Badissia Novembaria, Karim Kebir. Il revient aussi sur la nature du système. Il avoue sa prudence et ses interrogations sur la nature de ce système qui le comprend vraiment, y compris en Algérie. C'est une bien sûr question qui se pose. Seulement sans doute une dizaine de personnes, ce qui fait sa force quand vous ne connaissez pas vos interlocuteurs, vous avancez dans le noir, vous tâtonnez, vous frappez à différentes portes. Évidemment, le DRS et ses successeurs font partie intégrante de ce système. C'est extraordinaire, Karim Kebir, ce qu'il est en train de dire. Ça aussi, c'est pas une nouveauté. Ce qu'il dit, c'est pas une nouveauté. Je pense qu'il y a Churchill qui a parlé un peu sur le régime russe, où il disait, en gros, je cite comme ça, mais pas, je serai pas fidèle à la citation, mais c'est un peu une énigme dans un grand mystère. C'est quelque chose d'opaque. C'est un fonctionnement opaque. La seule chose dont beaucoup, les connaisseurs du système algérien, c'est qu'il fonctionne dans la collégialité, c'est-à-dire il n'y a pas un seul individu qui décide, mais un groupe qui décide. Après, ce système, ce n'est pas évident. Sidi Rouzali l'avait dit, c'est le plus grand parti politique d'Algérie. C'est des relais, c'est des liens de parenté, de famille, à travers de grands postes de responsabilité qui ont leur ramification dans le pouvoir politique, dans le pouvoir civil, dans son attraque, dans le pouvoir militaire. Donc c'est toute une toile d'araignée qui a été tissée comme ça, qui obéit qui a son mode de fonctionnement à travers des proximités familiales, parfois régionalistes, parfois d'intérêt, parfois de proximité idéologique. Donc c'est pas évident pour un étranger en tout cas, plus encore pour les Algériens de connaître exactement ce système. Et cela se répercute dans la manière dont le pays est dirigé, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas une gouvernance institutionnelle où tout se fait dans la transparence. On l'a vu parfois dans la manière dont se font certaines désignations et comment se font certains limogeages. Mouloud Hamrouch lui-même, rappelez-vous, lui-même, il avait avoué qu'il avait appris son limogeage en 91 ou 92 à travers la télévision algérienne. Ce n'est pas normal quand même pour un pays, si le fonctionnement était normal, qu'un Premier ministre va apprendre quand même son limogeage à la télévision. Oui. C'est parce que le fonctionnement, il est tellement opaque que personne ne sait qui décide réellement.
Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Adel Djebbar, sur la question du Hirak. Adel Djebbar, sur la question du Hirak, il qualifie bien sûr le Hirak de spectaculaire insurrection à laquelle peu de gens s'attendaient. Ce fait un mouvement populaire, pacifique, impressionnant, qui s'est installé dans une certaine durée. Mais il dit, premièrement, le Hirak est fini, entre guillemets. Il donne deux raisons. Abdelmajid Tebboune a repris les rênes et gère fortement le reste. Deuxièmement, les problèmes de toutes sortes politiques, sociaux, économiques, etc. subsistent. Ils n'ont jamais disparu. Donc, en quelque sorte, on a mis en 2020-2021 un couvercle sur la marmite, mais la marmite continue à bouillir. Qu'en sortira-t-il? Les défis que l'Algérie doit relever sont toujours de taille. Adel Djebbar. Yani, honnêtement, quand j'entends des propos de cette nature, j'ai juste un geste de salubrité publique qui me traverse l'esprit, c'est tirer la chasse. Qui est-il pour décider que le Hirak est fini? Il a marché avec nous dans la rue, il a protesté. Qui s'adresse au président Macron et à l'établissement français qui est en train d'alimenter, d'encourager, d'armer, de financer ces gens-là contre le peuple algérien. Qu'est-ce qu'il y a eu comme relation entre la France et l'Algérie? Il n'y a eu que des relations incestueuses entre deux oligarchies qui se donnent des coups en bas de la ceinture, qui jouent en dessous de la table contre l'intérêt du peuple algérien. Les visas, le peuple algérien va aller quémander des visas. Non, c'est la nomenclature qui a été empêchée d'aller à la France, d'envoyer sa progéniture en France, qu'il dénonce les bandits qui ont ruiné le trésor public algérien, les ministres, les généraux, les walis, les walous, etc., qui sont partis avec des malles pleines d'argent pour s'installer, acheter en toute illégalité des biens immobiliers en France. Ils ont plein d'actifs, ils ont renfloué les banques françaises avec l'argent de l'Algérie. Pourquoi ils se taisent sur ce problème? C'est ça le véritable crime. Maintenant qu'ils viennent déblatérer pour nous apprendre à mieux connaître notre pays, moi, je le renvoie et je ne l'écoute même pas. Je n'ai pas le temps d'écouter des sornettes de cette nature. Quand il était en poste à Alger, il servait les intérêts de son pays au détriment des intérêts algériens. Et nous avons malheureusement des illégitimes, des clandestins, des illégaux qui ont squatté la présidence de la République parce que c'est des godasses et c'est des casquettes incultes qui les ont imposées à nous de force par la mitraillette et le canon. Au point où aujourd'hui notre pays est à la traîne. Nous n'avons absolument aucune dignité dans les relations internationales quand on a un gars comme Tebboune qui fait des Chinois, des Italiens, des Français, des Allemands, des Russes et des Espagnols ses amis et qui est fait du peuple algérien son ennemi. On comprend tout. La relation internationale est régie par quoi? Par deux choses, pas plus. Elle est régie par la force que nous avons perdu à l'époque, l'Algérie. Quand il y avait un peuple qui était mobilisé, elle était forte par la mobilisation, l'union et la solidarité de son peuple, et par les intérêts. Nos intérêts sont aujourd'hui cédés à la France, cédés à l'Italie, cédés à l'Espagne, à toutes les puissances qui sont là pour essayer de donner une légitimité à ce pouvoir illégitime, à cette dictature inculte, sauvage. Très bien. Cette légitimité qu'elle n'a pas obtenue. Maintenant qu'ils nous disent qu'il y a une façade civile démocratique. Nous l'avions dit. Vous allez rebâtir la vitrine civile et servile de cette dictature militaire, mais vous ne trompez personne. Quand ils ont parachevé leur communal, on leur a dit, c'est à la consommation externe. Nous connaissons la musique. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. معليش عادل جبار parce qu'on doit avancer très vite. Je donne la parole à Karim Tabou. Karim Tabou, donc sur cette question de Hirak, il dit, l'ancien ambassadeur, il dit, français en Algérie, il dit que le Hirak est fini entre guillemets, mais en même temps, il dit qu'on a mis un couvercle sur la marmite. Mais la marmite continue à bouillir. Qu'en sortira-t-il? C'est une question. Les défis que l'Algérie doit relever sont toujours de taille. Comment peut-on lire ces déclarations, Karim?
Avec ta permission, Nasser, je complète le débat des amis et je passe à ta question. Vous savez, l'histoire des relations entre l'Algérie et la France, ils ont été marqués par des événements particulièrement frappants. Moi, je me souviens de 2 événements qui m'avaient marqué personnellement et qui m'avaient intrigué sur la nature des relations algéro-françaises. Le premier événement, c'est lors de l'arrestation du fameux Hassani au niveau de l'aéroport à Charles de Gaulle, lequel Hassani était responsable du protocole au niveau de la présidence, accusé d'avoir commandité l'assassinat de Maître Messili. Mohamed Smraoui, en sa qualité d'ancien militaire, avait même apporté son témoignage. Et puis, il a été retenu pendant longtemps et la justice française s'était saisie de ce dossier. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères, c'était Bernard Kouchner, s'est félicité, a même demandé à la justice française de libérer Hassani sous peine de voir, sous peine de troubler les relations algéro-françaises. Et vous voyez très bien que la notion de l'indépendance de la justice, de l'état de droit, ne résiste pas devant la déraison de l'État et les intérêts des réseaux et des services. La deuxième, c'était justement au temps de Bernard Kouchner, un groupe parlementaire du FLN à l'Assemblée nationale avait introduit une proposition d'un texte de loi criminalisant la colonisation. C'était d'ailleurs en réponse à la loi de février en France qui parlait des bienfaits de la colonisation. Bernard Kouchner intervient dans une chaîne française. Il annonce aux Algériens et aux Français qu'il a eu des garanties que le projet de loi allait être retiré de l'Assemblée nationale algérienne. Vous imaginez, le ministre des Affaires étrangères français annonce aux Algériens le retrait d'un projet de loi déposé au niveau de l'Assemblée nationale algérienne. Vous comprenez très bien les interférences et la responsabilité de la France dans ce qui se passe dans ce pays, bien qu'il y a certes une partie de vraie d'instrumentalisation de ce slogan anti-français, notamment à l'occasion des joutes électorales, à l'occasion des campagnes. Vous savez très bien qu'il y a une partie, une minorité des Algériens, je parle des citoyens ordinaires qui sont et qui restent sensibles à cette question, et le pouvoir en profite pour, soi-disant, réanimer, réaffirmer le chauvinisme et le nationalisme excessif de nos dirigeants. Dans la réalité, le vrai nationalisme, c'est la protection du pays. Quand on vend son pays, on ne parle plus de nationalisme. Sur la question du Hirak, je pense que l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur, a réduit le Hirak aux seules manifestations de la rue. Et là, c'est une erreur qui est commise par beaucoup de monde. Toutefois, il a raison de dire que le couvert de la marmite ne règle pas le problème. Parce que les Algériens restent attachés, convaincus que seule la liberté, seul le changement, seul l'état de droit, seul le départ de ce pouvoir peut ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays. Et là, effectivement, assiéger la population, mobiliser tous les moyens de l'État à l'effet de surveiller un peuple, de l'obliger à un confinement politique, ne fait pas un État, ne fait pas un pouvoir. Bien au contraire, ce sont des éléments annonciateurs de la fin d'un système en panne d'idées, en panne de projets, en panne de vision, incapable de se prévoir dans l'avenir. Et face au remous qui se passe dans le monde, face à la mutation profonde qui se passe actuellement dans le monde, ce type de régime
sont condamnés non seulement par l'histoire, mais ils sont condamnés à la disparition. Très bien. Karim Tabou, on va essayer d'avancer très vite avec Karim Kbir aussi, Adel Jabbar. Je sais qu'il y a le match de l'Algérie. Cette question donc du nouveau président du RCD qui a été élu hier, ce congrès donc du RCD, vous étiez invité, Karim Tabou. On vous a entendu donc faire une déclaration. On écoute cette déclaration, Karim Tabou. J'aimerais avoir donc votre avis par rapport à cette analyse politique que vous avez faite hier. On écoute Karim Tabou. Donc c'était la déclaration durant le congrès du RCD pour l'élection de son nouveau président Othmane Mahzouz. On écoute Karim. Afoudi Garznata, c'est les militants du RCD. Afoudi Garznin Kounia. Dernier Eward de Fdawel après le discours de Mohsen. C'est très difficile de prendre la parole après le discours de Mohsen. Mais personnellement, j'essaie de résumer au mieux mon regard sur la nature du pouvoir et ce que nous devons faire. Pour moi, le pouvoir, chacun le décrit à sa manière, il est fondé sur 5 piliers. Le dernier congrès du RCD, j'ai eu l'honneur de participer, j'avais qualifié le RCD de Jazirat Demokratiya, de l'île démocratique. Parce que justement, à l'époque, c'était les interdictions à tous les militants et le seul espace qui a été offert pour exprimer son opinion, c'était le congrès du RCD. Maintenant, j'ai un autre qualificatif. Je finis mon intervention avec ce qualificatif. Moi, je pense que le système politique algérien est fondé sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est que النظام الجزائري يحاول أنه يغرس في أذهان الناس الفكرة أن الدولة هي الجيش والمؤسسة الأمنية. هذا الخطأ الأول. اعتقاد أن الدولة هي الجيش والمؤسسة الأمنية خطأ سياسي. الاعتقاد الثاني، الركيزة الثانية هو الاعتقاد غير الشرعية المستغلة الموظفة وهي الشرعية الثورية. الركيزة الثالثة هي العنف، كأن النظام السياسي أعطى لروحه حق احتكار واستعمال العنف. العنف بكل أشكاله، الاعتقالات والضغط على كل الأصعدة. الركيزة الرابعة هي الفساد، لأن داخل النظام الحاجة اللي تجمع كل أقطاب وكل مجموعات داخل النظام هي الفساد. الركيزة الخامسة هي الجهويات، هو الزرع على مستوى الشعب الجهويات، كل أصناف الجهويات. هذا هو التشريح يعني البسيط. L'analyse simple du pouvoir. Le pouvoir il est ce qu'il est. Maintenant nous, ce que nous sommes. Et j'arrive au qualificatif. Plus que le Jazirat Demokratiya, le RCD, c'est presque le maquis démocratique. Karim, comment vous êtes venu donc avec ces 5 piliers? Est-ce que le régime est en train de promouvoir une nouvelle religion? Oui, c'est la religion du maintien. C'est la religion du défi de tout, défi à l'égard de la communauté nationale, à l'égard de la nation, à l'égard des sciences politiques, à l'égard de tout. L'Algérie est un pays unique qui fonctionne avec des normes qui ne sont pas écrites dans aucune science, dans aucune constitution. Vous savez, autant le livre de l'ambassadeur que beaucoup d'analystes, des Algériens, des écrivains, ils ont essayé de décrypter la nature du régime algérien. Eh bien, effectivement, d'abord, le régime algérien ou la décision algérienne au niveau politique, elle se prend assez souvent en dehors de tous les cadres officiels, en dehors de toutes les institutions. Le premier clandestin dans ce pays, c'est le pouvoir. Le pouvoir s'exerce dans la clandestinité absolue. Et ce pays fonctionne avec des lois qui ne sont écrites nulle part.
On ne trouve pas les lois du fonctionnement du pouvoir ni dans la Constitution, ni dans les lois organiques, ni dans les règlements intérieurs, ni au niveau d'aucune des instances. Bien sûr que les 5 piliers, ce n'est pas seulement moi qui a décrit le pouvoir de cette manière, peut-être avec d'autres mots, mais ces 5 piliers sont là. Et ils sont les maladies qui rongent le corps Algérie. D'abord, le fait que l'État est privatisé, et on a enraciné l'idée dans la tête des gens que la puissance de l'appareil répressif est le symbole de la puissance de l'État. Et puis, depuis 62, une exploitation excessive à l'infini de la légitimité révolutionnaire, alors que la modernité, la démocratie exige le respect de la souveraineté populaire. La légitimité démocratique. La légitimité est une chose qui se traduit par les instruments démocratiques. On ne peut pas puiser du tiroir d'une légitimité pour s'en servir contre la volonté du peuple, même si elle se drape du nom de légitimité révolutionnaire. Et puis la violence dans toutes ses dimensions, le chantage social, l'intimidation, les emprisonnements, les interdictions, tout ça, ce sont des violences. Et je passe sur la corruption. On sait très bien l'état du pays, mais surtout les régionalismes qui sont devenus aujourd'hui des obstacles à l'émancipation de l'Algérien. Voilà la religion du pouvoir, et c'est une réalité du terrain, d'où d'ailleurs la nécessité de nous battre pour casser ces piliers et refonder l'État algérien sur des bases saines, solides, démocratiques. Karim, restez avec nous parce que j'ai une question qui est très importante avant la fin de cette émission. On ne va pas trop tarder pour libérer surtout Karim Kebir qui m'a parlé de l'équipe nationale. Karim Kebir, sur cette élection du nouveau président du RCD, Athmane Mahzouz, comment peut-on qualifier donc ce congrès, mais aussi cette pratique, si on peut dire, démocratique qui est au sein de ce parti? Moi, je pense que c'était un changement qui a été, c'est-à-dire qui a été voulu par le président sortant, Mohsen Belabès, puisqu'il avait annoncé quand même il y a plus d'une année qu'il n'allait pas briguer un nouveau mandat et qu'il fallait introduire de nouvelles traditions. Et puis, je crois qu'ils ont suffisamment, quand même, par l'exercice, c'est-à-dire la pratique, l'exercice politique sur le terrain, ils ont eu toute la latitude un peu de tirer certaines leçons. Donc, vous savez, avec la complexité de la situation politique dans le pays, forcément, vous avez tout le temps besoin de changements et qui nécessitent une adaptation à la nouvelle conjoncture. Il y a de nouvelles donnes, il y a de nouveaux défis, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même depuis. Donc, il faut forcément opérer des changements qui doivent s'adapter aux nouvelles situations, c'est-à-dire à travers aussi adopter de nouvelles stratégies, un nouveau discours, une nouvelle façon de faire. Et je pense que ça s'inscrit, le changement s'inscrit dans cette logique. Et puis, il y a aussi le facteur jeune, quand même, tout le monde a pu constater pendant le Hirak. Ils étaient agréablement surpris quand même que la force majeure du Hirak, c'était sa jeunesse, et une jeunesse quand même qui a une nouvelle façon de voir. Donc forcément, ce sont des données qu'il ne faut pas négliger, de mon point de vue, pour tout parti politique qui aspire à s'inscrire dans la durée et qui aspire quand même à un renouveau, à quelque chose à la construction d'une perspective démocratique. En même temps, bien entendu, peut-être, je pense qu'ils ont favorisé un peu le fait que Athmane Mahzouz, c'est quelqu'un quand même qui a fait ses preuves sur le terrain, qui s'est battu, qui a beaucoup milité. Donc, je pense que c'est dans la logique des choses. Bon, j'ignore maintenant, est-ce que Mohsen n'a pas été quelque part aussi vu les pressions subies avec son problème qu'il a eu avec la justice, avec toutes les contraintes qu'il a eues,
et peut-être pensant qu'avec son retrait, peut-être qu'il va donner une chance au parti de mieux se redéployer avec une nouvelle figure, donc plus libéré un peu de ses contraintes vis-à-vis de la justice et vis-à-vis du pouvoir. Merci beaucoup Karim Kebir. Yatek Saha, Karim Kebir, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous, c'est Karim. Adel Djebbar, si vous voulez une petite intervention par rapport à cette question, il ne me reste pas beaucoup de temps avant de donner donc le mot de la fin à Karim Tabout. C'est Adel. Moi, je suis très heureux de voir des gens de la dimension de Karim Tabout, de Mohsen Belabbas, de Ftahir Rash et d'autres que je ne citerai pas ici parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et je me dis, nous pouvons mourir peut-être tranquillement de façon apaisée parce que l'Algérie sera entre de bonnes mains. C'est des gens de ce calibre-là, de cette qualité, de ce patriotisme, de ce nationalisme que nous aurions tant aimé voir à la tête de notre pays et pas des espèces de cinglés qu'on ramène d'une caserne pour les introniser sur nous. En 99, on disait on a ramené le moins mauvais. En 2019, il est là depuis quand ce monsieur-là, parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. On a ramené le plus catastrophique des Algériens. C'est-à-dire il a fait de l'Algérie une honte internationale. Moi, si vous permettez, je termine avec ce que disait Kdboul, parce qu'il nous prend pour des traîtres, la main de l'étranger. Je ne suis pas un traître. Hada mat shahid. Hada mat shahid. C'est des jeunes qui sont morts, ils n'avaient pas de barbe à l'époque. Et je peux lui étaler 16 شهداء et 40 anciens مجاهدين. احنا الجزائر نحبوا الجزائر ونكرهوا النظام نتاعكم باسكو النظام نتاعكم متعفن وغير ميرسي عادل جبار وغير وطني. الله يبارك فيك عادل جبار. سامحنا parce qu'on a été pressé par le temps. Karim Tabout, si je peux me permettre, bien sûr, très rapidement, parce qu'on me dit que le temps de l'émission est fini, terminé. Donc, j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux, pas beaucoup, hein, qui vous ont un peu attaqué, critiqué, entre guillemets, sur ce que vous avez utilisé comme qualificatif de maquis démocratique, donc par rapport au RCD. D'après vous, pourquoi on vous a critiqué après avoir utilisé ce mot, Karim ? Oui, d'abord, moi personnellement, je remercie tous ces citoyens qui, chaque fois, à chaque texte et à chaque intervention, m'adressent leur soutien, leurs suggestions et parfois même leur solidarité. Mais bon, laissez-moi vous dire une chose, c'est que ceux qui critiquent, ceux même qui m'insultent, ils sont là. Ils lisent mes textes, ils écoutent mes interventions, ils commentent, ils tentent parfois de manipuler. Bon, pour moi, le fait même qu'ils fassent autant, c'est la preuve que mon activité, mes textes ne les laissent pas indifférents. Hein, c'est une bonne chose. La mort, vous savez c'est quoi la mort ou la fin d'un discours politique ou d'un homme politique? C'est le jour où il n'y aura plus personne qui le lise, qui le commente et qui le critique. Tant que leurs commentaires sont là, le texte où la parole reste vivante. Concernant le mot maquis, d'abord je demande à ces gens de faire juste un petit effort de lecture. Le dictionnaire Larousse définit le maquis comme étant un lieu où se regroupent les résistants. Le dictionnaire Wikipédia définit le maquis. Le maquis, il désigne aussi bien un groupe de résistants que le lieu où ils activent. Les résistants sont surnommés les maquisards. Dans notre culture politique, dans notre culture populaire, on appelle le maquisard celui qui consent des sacrifices, qui a du courage, qui assume ses idées, qui active sur le terrain, qui se bat. Et d'ailleurs, Khoya Nassar, l'Unisait Menglet, Batoub Lounas Rabbi Rahmou, Farhati Mazirni Moulay et bien d'autres ont été dénommés les maquisards de la chanson engagée, de la chanson kabyle. Ils ont fait le maquis par la poésie, la parole et la guitare. Des journalistes courageux, on les appelle les maquisards de la plume. Ils ont laissé des écrits, des rubriques, des réflexions et des tribunes avec leurs plumes d'or. Personnellement,
J'ai senti au congrès du RCD, en écoutant le discours de Mohsen qui a expliqué toutes les contraintes, toutes les choses qui se sont qu'ont subi les militants du RCD, j'avais senti qu'on n'était pas dans un congrès, on était dans un haut lieu de résistance. J'ai qualifié le congrès du RCD de maquis, j'ai qualifié les militants du RCD de résistants, c'est le cas de le dire, parce que réussir de tenir un congrès dans un pays condamné, fermé à ce point, c'est vraiment une action importante. Vous avez dit maquis démocratique, Karim, maquis démocratique. Bien sûr, c'est le maquis démocratique. C'est le lieu où se sont retrouvés les militants, les résistants contre la dictature et qui se battent pacifiquement par des voies démocratiques. On appelle ces gens les maquisards de la démocratie. Merci. Et les militants du RCD sont une partie de ces hauts lieux où se déroule le combat pour la démocratie. Merci beaucoup. Encore une fois, bravo pour les militants du RCD et félicitations pour le nouveau président élu par les militants. Atek Saha Karim, merci beaucoup à vous d'avoir clarifié donc cette question. Merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Merci à tous nos invités, Adel Jabbar, Karim Tabou et Karim Kebir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Atman Sabars va donc animer Fel Umq, qu'elle suivra cette émission. Bqaw ma'ana ou bqaw ala khair.